Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois un ponte de la muscu et de la philosophie. Vous le connaissez très certainement. Voilà, regarde. Ladies and gentlemen. Je mets mes lunettes d'intello. Il met ses lunettes de télo. Voilà. Frédéric Delavier. Delavier. Voilà. Lui-même. Voilà. J'arrive. Voilà. Voilà. Ça va? Salut Fred. Ça va? Ça va, en forme? Je regarde souvent tes vidéos. Ouais. Ouais, c'est sympa. Moi aussi de temps en temps les tiennes. Tu sais quoi? J'avais plusieurs questions. J'avais déjà des questions d'ordre de muscu. Ouais. Et après j'ai aussi l'idée de penser à des thèmes un peu plus métaphysiques ou généraux. Hop, 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 hop. Merci Nutrimix et merci Nutrimuscle pour ce Joints and Bones. Donc en dose préventive, vous prenez ça, comme ça vos articulations, vos tendons seront au top. Ok. Donc, pour tous les sports qui demandent des efforts violents sur les articulations et les tendons, ce Nutrimix de Nutrimuscle permet justement de régénérer les tendons et d'éviter de se faire mal sur le long terme. Voilà, ça se prend pas comme ça, hein, pour ceux qui l'avaient pris au premier degré. Ça se boit en dose préventive et le goût est immonde, je ne vais pas vous mentir. Je ne mens pas, vous savez bien que je ne mens pas. Le goût est mauvais, mais en dose préventive, hein, c'est super. Il y avait une étude qui avait été faite et 80% des athlètes qui l'avaient utilisé avaient ressenti moins de douleur. Donc n'hésitez pas, moi j'en prends tous les jours. La vérité, c'est pas bon, le goût est pas bon, mais bon, au moins tu peux durer. Hein. C'est pas l'important de durer comme un vieux comme moi. 43 ans, 44 ans bientôt, regarde-moi ça. Écoute, écoute. Voilà. Avant. Ah. Pas Nutrimuscle, Nutrimuscle, Nutrimix. T'as compris mon frérot? Allez, tu vas me checker tout ça sur le site de Nutrimuscle. Tu prends le code NM_GregMMA10 et en plus tu auras 10% sur la commande. C'est pas beau ça? Merci Nutrimuscle. A bientôt, place à la bagarre. Le Nutrimix articulaire accélère le processus de régénération des articulations des tendons, atténue les inflammations articulaires, améliore la souplesse et la résistance des tendons, préserve la jeunesse de la peau. Un complément préventif pour réduire les risques de blessures, prévenir l'apparition d'inflammations et les atténuer si déjà présentes, et prévenir l'apparition des douleurs liées au sport. Ce complément s'adresse à toutes les personnes pratiquant le sport qui sollicitent beaucoup les articulations, où il y a de l'impact physique et des risques accrus de blessures. La qualité Nutrimuscle, collagène breveté peptane, production française et matière première pure. Glucosamine la plus pure, extraction naturelle. Chondroïtine, 100% pure, matière première française. 80% des utilisateurs de ce produit ont noté une diminution de leur douleur après 10 à 12 semaines d'usage quotidien. Et ceci par rapport à un groupe placebo. Et bien entendu, Nutrimuscle, on vous adore. J'avais déjà des questions d'ordre de muscu. Ouais. Et après, j'ai aussi l'idée de penser à des thèmes un peu plus métaphysiques ou généraux, tout ce qui est la philosophie. Pas de problème. Faut savoir que Frédéric, moi je le connais de nom déjà depuis 25 ans peut-être, 22, 23 ans, à l'époque où j'étais à la fac, et il nous disait, écoutez, achetez le livre de Monsieur Delavier. Pareil, dans ma formation pour le BPGEPS, enfin le brevet d'État, il demandait de musculation, il disait achetez Monsieur Delavier. Et puis ensuite je l'ai vu sur internet et je fais c'est Monsieur Delavier. Puis j'ai écouté et puis il est aussi intéressant en musculation qu'en philosophie. Ah ouais. Puis je vois qu'on a eu les mêmes expériences. À quel niveau? D'ouverture de l'esprit à la compréhension du monde. Oui, parce que juste avant qu'on commence, tu m'as dit que tu avais, au niveau des tests, parfois on teste des drogues, comme dit l'expression, il faut bien que jeunesse se fasse. Ouais. On a essayé quelques drogues. Alors moi, je n'ai pas fait exprès, hein. Je l'ai fait parce que ça avait été déposé chez moi. Alors moi, je ne drogue pas en général, je ne prends jamais rien, je ne suis pas addict aux drogues. Et puis, j'avais avalé une barrette de hashish, mais une barrette de très bonne qualité, venue du Maroc, offert à un ami. Et sa copine l'avait quitté. Alors, c'est elle qui fumait. Elle dit, je le laisse chez toi.
J'ai dit, bon, si tu veux. Et puis, en dépression, après que ma copine m'ait quitté aussi, les trucs de jeune, j'ai essayé et je suis monté. Je suis redescendu, je suis monté. J'ai vu symboliquement, comme tu dis, Dieu et le diable, hein, ou bien la souffrance et le paradis, ce qui fait l'homme. Mais tu l'avais mangé ou fumé? J'avais mangé, moi. Mais une barrette, tu l'avais mangée? Entière. C'est que ça se fume normalement, tu le savais ou pas? Oui, je savais que ça se fumait, mais j'avais vu les mecs le mettre dans le thé. Simplement, moi, la dose, je ne connaissais pas. Et t'as mangé un truc comme ça? J'ai mangé un truc comme ça, à peu près, et un truc où tu meurs, où tu peux mourir. Et le cœur s'est emballé et tout. Je ne peux pas raconter l'histoire, mais j'ai eu une espèce de parcours initiatique sur une nuit qui m'a fait comprendre le monde. Et c'est à partir de ce moment-là où je suis devenu l'homme que je suis. C'est-à-dire, ça a été vraiment quelque chose d'initiatique. Ah bah il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant et un après, parce que j'étais assez mal orienté dans ma vie, assez négatif. J'étais un bon garçon, mais c'est la souffrance qui oriente les gens, souvent, c'est le parcours de vie. Et puis ça m'a recadré sacrément, avec un grand coup de pied au cul. Donc j'ai vu symboliquement le diable et Dieu, qui sont en fin de compte la même chose, c'est-à-dire les pôles opposés de la même énergie, quoi. Oui. Donc voilà. Oui, bon, j'avais eu pareil, mais bon, avant tout, ne faites pas ça. Non. Ne faites pas ça parce que c'est délétère. Voilà. Ça peut rendre schizo certaines personnes. Mais ça rend schizo, puisque ça montre le côté schizophrène de l'individu. C'est-à-dire que nous sommes construits sur la bipolarité, même plus, la pluripersonnalité, et aussi la bipolarité basée sur le verbe et c'est le verbe qui construit l'homme, et le bien, le mal, le questionnement interne, c'est-à-dire la thèse-antithèse, qui nous permet, par ces notions de temps et les mots, de pouvoir maîtriser le monde et de l'analyser. Et quand tu prends ces saloperies, il y a tout qui vient d'un coup, c'est ça? Tout qui vient d'un coup, et puis tu fais aussi une scission entre les individus qui sont en toi, et tu vis une véritable schizophrénie. C'est ce que c'est qu'être possédé, quoi. C'est-à-dire que tu as un individu en toi qui ne peut pas parler, pas vivre, qui ne peut pas s'exprimer, tu as un autre qui s'exprime à la place avant que l'autre puisse reprendre la... C'est ce qui m'est arrivé aussi. Voilà. J'ai mon pote Najib qui avait ramené du space cake, et il m'a dit « Tiens frérot !» Et j'ai mon pote Rouslan, il en prend, ça lui a rien fait. Najib, il avait l'habitude, et moi je prends. Faut faire attention. Ah oui, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Et du coup, j'ai fait comme toi, j'ai vu le diable, enfin j'ai vu Dieu, entre guillemets. Hein. C'est pas Dieu que t'as vu, oui, calmez-vous. Et ensuite, une espèce de le diable, quoi. Alors on le voit en fonction de son éducation et de sa culture. Tu deviens fou. Tu deviens fou, mais après tu comprends le monde, parce que tu t'aperçois que tu es fait de plusieurs personnalités. J'ai la sociale, celui qui veut prendre pour vivre et celui qui veut donner. Les deux étant complémentaires, parce que si tu ne fais que prendre au monde, mais c'est la personne qui souffre aussi. Celui qui fait que prendre au monde, il finit par détruire le monde autour de lui, et on ne vit que par le monde. Donc à plus ou moins long terme, il détruit le groupe et lui-même. Et celui qui ne fait que donner, l'amour suprême, c'est le sacrifice christique, c'est bien, mais toi tu meurs. Ça ne sert à rien. Donc ça te fait bien comprendre que l'important, c'est l'équilibre des deux. Tu vois, c'est donner au monde, et après reprendre au monde pour continuer à vivre et continuer à donner, l'important étant de vivre. Vivre pour continuer la vie en s'unissant aux autres et en aimant, tout simplement, puisque le but de vivre, c'est aimer. Oui, c'est très intéressant ce que tu me dis. D'ailleurs, à quel niveau tu penses que tu as donné au monde et qu'est-ce que tu as pris au monde? Tout individu, quand il naît, prend au monde. Un petit, il fait que téter la mamelle. C'est une petite il prend boule. Son espace. Il prend son espace, il prend l'énergie à son papa, à sa maman, le temps à son papa, à la maman, après le temps à la société, il faut l'éduquer. Et le temps au monde, il fait de la prédation, ou après de l'échange. Et il arrive un temps, quand tu commences à comprendre que l'aile de la mort se pose sur toi et que tu ne seras pas éternel, tu t'aperçois qu'il vaut mieux comprendre qu'il faut redonner ce que tu as pris pour que la vie continue, puisque en toute vie, en tout être, c'est toujours le même monde qui s'incarne. Et qu'est-ce qui se passe au final si tu ne fais que prendre? T'es juste un connard, mais au final, tu peux être un connard heureux. C'est un enfer, mais c'est l'enfer, c'est symbolique, c'est-à-dire que l'individu qui ne veut pas partir, qui ne veut pas mourir, qui n'accepte pas de mourir, risque de s'enfermer au dernier moment dans une seconde d'éternité, tu vois, il refuse de mourir, et les derniers moments risquent d'être extrêmement difficiles, puisque le temps se dilate, le temps, la dernière seconde dans laquelle il sera, il refuse de mourir, il risque de s'enfermer dans le puits de ténèbres, un sacré bout de temps, avant de disparaître.
Mais je te parlais plutôt du gars qui ne fait que prendre, tu sais, un égoïste. Qui... Ah ben, l'égoïste, il finira par détruire le monde qui est autour de lui. Parce qu'on peut être un égoïste et heureux. Hein. Ah ben, dans ce cas-là, le gars n'a aucune conscience de quoi que ce soit. À partir du moment où il a la conscience de ce qu'il est, il ne peut être que bon. C'est parce qu'il n'a aucune conscience de ce qu'il est. Tu veux dire comme Socrate que nul ne fait le mal volontairement? Ben non, on le fait volontairement. Mais à partir du moment où tu comprends que tu n'es qu'un ensemble de réactions automatiques générées par ta programmation génétique et ensuite ton éducation, donc ta confrontation au monde, qui ne sont que des programmations de comportement qui s'intègrent dans le petit enfant, dans le nouveau-né. Donc à partir du moment où tu comprends que tu n'es qu'automatisme et que ces automatismes de réaction, c'est-à-dire que tu penses que tu as ta liberté de penser, mais tes pensées surviennent sans que tu en contrôles leur venue, générées par le monde entier, c'est-à-dire qui t'envoie par tes sens, qui t'envoie des signaux par tes sens, que tu reçois par tes sens. À partir du moment où tu comprends que tu n'es qu'automatisme, et que ce n'est pas toi réellement qui pense en toi, mais le monde, dont ton corps fait partie, hein, tu comprends que tous les individus qui sont autour de toi sont des frères humains et ne sont que le monde qui pense en eux et le monde qui pense en toi. Donc quand tu aimes les gens, en fin de compte, tu ne fais qu'aimer le monde et le monde c'est toi. Donc tu ne peux plus faire le mal. Si tu fais le mal aux autres, tu le fais à toi-même. Donc tu essayes d'être modéré. Quand tu manges une vache, tu manges une vache qui a souffert. Il faut le savoir. Donc il faut essayer de limiter la souffrance. Je ne dis pas de devenir végétarien, beaucoup d'individus ne sont pas faits pour être végétariens, tu vois. Mais ce qu'il faut, c'est apprendre à être modéré en tout. J'avais longtemps réfléchi à cette notion de libre arbitre. J'en étais à peu près arrivé à la même conclusion que toi, un peu de façon, un peu comme Spinoza, quoi. Ouais. L'homme se croit libre alors qu'il est déterminé par 1000 choses qu'il ne comprend pas. Ouais. Donc tu penses qu'on n'est pas libre, on est toujours programmé par un inconscient collectif et une éducation qui forge notre façon d'être? Ah oui, par ta génétique et par une éducation. Oui. C'est-à-dire que ta génétique a formé l'individu avec des réflexes, des comportements inscrits en toi. C'est-à-dire, tu vois passer, je ne sais pas moi, une belle fille, par exemple le test sur toute la planète, quand une fille veut séduire, elle marche, elle passe devant un mec, elle se retourne, elle sourit. Dans le genre, le mec il regarde, il a vu ses fesses. C'est une programmation, c'est partout. Les mecs ont fait ça partout, c'est à peu près la même chose. Donc ce sont des comportements. Alors, ce qui est très dur, c'est l'inné, l'acquis. Qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis? Donc on est un ensemble de programmations génétiques, plus des programmations d'éducation et des programmations de conditionnement au milieu, pas forcément l'éducation, mais le conditionnement au milieu, tes traumatismes, tes joies, qui ont généré en toi des espèces de réflexes conditionnés qui font ta personnalité propre, en plus de ta programmation génétique. Et qui font, ça fait des réactions automatiques, en fin de compte, qui sont adaptées au monde, qui sont censées être adaptées au monde. Tu penses donc un peu que l'homme est à l'image de ces choses inertes, comme les galaxies, qui évoluent au fil des lois naturelles, et que l'homme est un petit bout de galaxie qui est régi de la même façon aux lois naturelles. Oui, sauf que l'homme, il est capable de dire « je suis ». Il a conscience d'être. D'accord. À partir de ce moment-là, il a quand même conscience d'être un ensemble de programmations génétiques et éducatives. À partir de ce moment-là, normalement, il doit être le bien. D'ailleurs, le sage qui agit pour le bien des autres. Je suis une programmation génétique, mais moi, je le sais, et je n'ai pas la bêtise, ou plutôt l'inculture, ou le non-savoir. Tu vois, je sais qui je suis. Je sais ce que je suis. Personnellement, je n'étais pas arrivé à la même conclusion, j'étais arrivé à la même analyse, je veux dire que... Mais ma conclusion, c'était que, sachant cela, vu qu'on n'est que issus d'un programme, ça nous soulage énormément de nos poids au niveau des échecs, par exemple. Oui. Où, écoute, j'ai échoué, mais finalement, c'est pas de ma faute. C'est pas grave. Donc c'est quelque chose qui nous allège beaucoup au niveau de la vie, de l'existence, quand tu te rends compte de cette chose, qu'en fait, tout ce que je fais, c'est pas moi, j'ai conscience de ce que je suis. C'est toi et pas toi. C'est ça, oui. Tu es responsable, à partir du moment où même le pire des individus n'est pas responsable de son
de sa monstruosité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'éliminer, parce qu'il est un danger pour la société. Mais quand tu comprends ça, tout le monde est innocent. Ce que je disais à ma sœur, oui, mais il y a des gens... Non, non, c'est pas pour ça que quand un mec va m'emmerder dans la rue... Je vais pas lui en mettre une, oui. Voilà, t'as compris? Parce que si tu lui en mets pas une, il va le faire aux autres. Et ça va être un danger pour la société. C'est assez rare que je rencontre quelqu'un qui est d'accord avec moi, ou en tout cas qui a le courage de l'exprimer. En général, les gens sont autosatisfaits par leur réussite, ou alors ils se culpabilisent à l'extrême dû à leurs échecs. Mais non. Mais en fait, mais par contre, là où le bas blesse, c'est au niveau de la justice. Comment punir ou juger quelqu'un qui ferait le mal? Alors, je pense que... Alors, je ne suis pas le savoir ultime, mais je pense que la justice doit être faite pour mettre de côté les individus dangereux pour le groupe qui, à ce moment-là, vont empêcher le groupe de bien fonctionner et la vie de continuer, de perdurer. Donc, il faut les mettre de côté. Ce n'est pas pour ça qu'il faut les faire souffrir. Ce sont des êtres... ça peut être des êtres extrêmement dangereux qui éprouvent des plaisirs en faisant mal aux autres. Mais ce sont des dérèglements biologiques, génétiques et des traumatismes d'éducation, souvent. C'est lié, hein, tout ça. C'est pas pour ça que je dis « il faut être gentil avec lui ». Non, je ne dis pas qu'il faut être gentil avec lui. Je dis qu'il faut le mettre de côté, l'éliminer, pour ne pas qu'il nuise à la société. C'est pas pour ça qu'il faut le faire souffrir. Quand je dis l'éliminer, c'est l'éliminer. Ça veut dire ou le mettre de côté, ou l'éliminer. Un peu comme avec du GIGN, qui élimine un mec dangereux. Oui. Mais il ne faut pas avoir de haine contre les individus. Les individus sont ce que le monde a fait d'eux, que ce soit au niveau éducatif ou au niveau génétique. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux plus avoir de haine. Elle revient des fois en moi. Je dis « Fred, arrête, t'es con ». Je dis « Ouais, d'accord, c'est la bipolarité en moi qui parle. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais il faut essayer de mettre le mal de côté en sachant que le mal est le mal parce que c'est le monde qui l'a rendu comme ça. Tu vois ? Si tu vois Satan, tu sais, c'est un peu comme dans le cinquième élément de, comment il s'appelle, Besson. Oui. Besson qui a en vérité qui a vu Dieu, le diable, quand il a fait visiblement une apnée sous l'eau, pas une apnée, il a eu un problème problème d'oxygène, et il a cru qu'il allait mourir. Et c'est quelqu'un qui, en vérité, il a les défauts qu'il a, Besson, mais quelqu'un qui est très spirituel et qui a compris le fonctionnement du monde. Ça se voit dans le cinquième élément. Et ça se voit vraiment dans la façon dont on voit le mal qui arrive sur Terre avec cette boule. Ouais, qui arrive, tête de mort. Ouais, voilà. Et tu as les militaires qui sont là, qui lui envoient des missiles. Ça fait que le gonfler. Ça fait que le gonfler. Le mal engendre le mal. Oui, je comprends. Tu vois, c'est ça. Ou tu élimines, ou tu pardonnes. Tu vois, mais il y a deux solutions. Et c'est intéressant parce que, oui, c'est vrai, ce qui sauve le monde, c'est l'amour. C'est de dire, oh putain, quoi qu'il arrive, faire le bien. Attention, faire le bien, ça ne veut pas dire, quand tu te fais emmerder dans la rue, le mec il t'envoie une pêche, tu lui tends Dieu. Non, ça c'est faire le mal. Parce que si tu fais ça, il va le faire aux autres. Bien et sûr. le monde va se détruire. Tu vois, il t'envoie un coup sur la joue gauche, je comprends. Ça se trouve, il peut comprendre qu'il a déconné. Par contre, il lève une deuxième fois, tu tranches la tête, quoi. Tu vois, c'est ça, en vérité. La justice, c'est ça. Ouais. La justice, c'est ça. C'est comprendre ça. Et ne pas avoir de haine, ne pas engager un combat qui ne mène à rien. Tu vois, engager un combat que quand il est bon pour la vie. La tienne, celle de tes proches et celle du monde. Et qu'est-ce que tu penses justement de cette, je caricature un peu, mais la vision droite, gauche, qui vont te dire, bon, ces gamins qui sont en déperdition, peut-être que la droite elle va te dire, faut les saquer, faut les foutre dans des prisons pour jeunes. Et puis l'image de la gauche, entre guillemets toujours, qui va te dire, écoute, c'est pas de leur faute, on va leur mettre une petite tape sur les doigts, et puis frère, ne recommence pas. Je dirais qu'il faut leur mettre une grande tarte dans la gueule, et après leur laisser la possibilité de réussir dans la vie. C'est-à-dire que la France est très particulière. C'est pas l'Allemagne, c'est pas la Hongrie, c'est pas la Russie. Je sais ce que tu vas dire, tu dis que c'est un pays de caste. Voilà, c'est un pays de caste. Je fais ton travail. Hein. Où c'est très très dur de monter socialement, à part par le réseautage ou le communautarisme. Tu penses, oui? Ah bah j'en suis certain. Qu'est-ce qui te fait dire ça, dis-moi? Ah bah mon expérience de vie. Est-ce que ton expérience de vie peut être mais à l'aune de tout ce qui existe? Oui, j'ai quand même fréquenté beaucoup de milieux, Bon, donc je vois ce que c'est. Je vois le communautarisme se mettre en France. Quand tu vois les mecs, je ne vais pas pardonner les mecs des cités, hein, dire les agressions, on sait très bien que, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a comme...
Le mec qui veut faire quoi, McDo? Alors on dit oui, il y en a qui vont réussir dans la vie. Ça fait pas bander, comme on dit, de faire McDo, tu vois. Oui, mais tu vas faire McDo. Oui, mais même McDo, c'est quand même très dur. Le mec, il risque d'être McDo toute sa vie. C'est très très dur. C'est très très dur d'être McDo. Ouais, ouais. Attends, mais si, c'est pas. Ah, si, c'est dur. Mais si, c'est dur. Ça. Ou l'usine, tout, merci. Merci, c'est dur. Moi, j'ai toujours dit, excuse-moi, hein, j'ai toujours dit, si c'est pour faire l'usine toute ma vie, comme mon père, je préfère être délinquant. Alors, attention, il y a des usines où il y a une ambiance, où le travail est social. Non, c'est dur. Ouais, mais à Renault, tu vois, sur Voilà. la chaîne, t'entends rien toute la journée, t'as une presse qui te bourrine la tronche. Alors moi, je bosse dans l'industrie avec La Roque. Oui. C'est une usine. On a des ouvriers qualifiés, de très bonne qualité ou autres. Et c'est des gens qui trouvent un travail dans la région et qui sont dans une usine où il y a une bonne ambiance. Oui, oui, oui. Et il y a aussi la vertu sociale du travail. Bien C'est-à-dire, sûr. l'usine est dans le coin, on bosse dans un endroit très agréable et on aime aller à son travail. Ok, Ça reste un travail aliénant, j'imagine. pas forcément aliénant, mais si tu es dans une société de consommation et tu rêves d'avoir la Porsche, la Ferrari, parce qu'ils sont des rêves stupides en Oui, vérité. oui, hein. bien sûr, c'est Mais bon, je comprends le mec qui aime bien ça, ça le fait rêver, bon, bah, ça le fait tenir. Une fois que tu l'as, tu te rends compte de Ça sert à rien. la vacuité de ton désir. Voilà, t'as compris. C'est vrai, hein. Tu Et la c'est regardes. valable pour tout, presque. Hein. Et pour les femmes aussi. Aussi. Je rigole. Non, mais c'est de pas grave, problème, hein, moi. c'est pas grave. Mais enfin, c'est valable pour nous aussi vis-à-vis Oui, des mais femmes. Hein. Peut-être tout- que les femmes s'imaginent qu'on est des grands costauds, qu'on Ouais. est des durs à cuire, et puis peut-être qu'au fond de nous, on reste des enfants. Je sais pas si c'est vrai. Est-ce que tu restes un enfant, toi? Bah, il reste un enfant, il vieillit en même temps. Oui, mais j'essaye, est-ce que c'est pas justement un enfant qui vieillit? Ça reste un enfant qui vieillit. bah, le but, c'est de ne pas perdre ses rêves d'enfant. À ce moment-là, c'est que ton taux de testo a baissé ou que tu commences à être un vieillard. Bon. Mais faut essayer de continuer à s'émerveiller du monde et à aimer la vie, tu vois. Je veux dire, mon fils, il adore les Nintendo Switch. Je fais une pub. Ils m'ont fait une voiture. Non, c'est pas vrai. Et je regarde Nintendo Switch. Coca non plus. Hein. Et Coca non plus. Coca, c'est mon 4x4, c'est Coca. Rouge. Non, c'est pas vrai. Et qu'est-ce que je fais? C'est mon fils. À la base, je m'en fous de Nintendo Switch. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'intéresser à l'univers de Nintendo Switch parce que ça me rapproche de mon fils. Tu vois? Donc, on vit une expérience commune. Par procuration? Ouais, tu vois, quand je vois mon fils, bah, je lui offre des Nintendo, on joue à Nintendo, on fait Mario Kart, c'est ridicule, mais c'est des expériences que je vis Je peux pas te laisser dire ça. avec mon fils. Mario Kart ridicule, non. J'adore Mario Kart. Non, en vrai, j'ai fait les trucs de combat, comment t'appelles ça Street Fighter 2. Non, sur Nintendo Switch. Smash Bros. Voilà, Smash Bros. Ça, c'est nul, ça. Ah, c'est nul, j'aime pas. Lui, il adore, j'aime pas. Par contre, Mario Kart, j'adore. J'adore. J'aime bien les décors, je me marre, et je bats mon fils. Ah oui, oui. Ah oui, je conduis Tu sais des pourquoi? véhicules. Parce qu'ils l'ont super bien équilibré. Ouais. Et que quand t'es dernier, t'as des boosters de fou. Et quand t'es premier, ils te donnent que des vieilles pots de banane. Ah ouais, c'est ça? Ah oui, c'est pour ça. C'est super bien fait, ce jeu. Oui, il y a des mecs derrière et ça Ouais, fait un ouais. petit univers et ça te relie au mec avec qui tu joues. Oui. Tu es là, tu rigoles. Ah. C'est le côté social du jeu. C'est-à-dire que tu vis une expérience commune. Non, mais Un il y a peu beaucoup de gens qui critiquent le jeu vidéo, Non. pas moi. Hein. Je sais que je véhicule des moments fabuleux avec mes frères Voilà. à travers un écran de télé. Hein. Ah oui, oui, c'est ça. La console, tu vois. À deux, c'est bien, tu vois. C'est pas même tout seul sûrement, mais à deux, ça te relie aux gens. Tu vois, un peu comme le travail en usine. Oui. Si tu bosses dans une usine où tu as tes collègues que tu aimes, où tu parles de tout, où le patron ne bosse pas que pour faire de l'argent, mais parce qu'il connaît la vertu sociale du travail. Moi, je connais des usines comme ça. C'est différent. Tu vois, le patron. Alors en France, on avait le patron, comment ça s'appelle paternaliste. Oui, c'est ça. C'est un truc typiquement français. Ils regroupent tout, les maisons à côté de Voilà, l'usine, ils vont faire les activités ensemble. Voilà. Ça a été fait beaucoup pour augmenter la productivité. Hein. Oui, mais la productivité est faite pour faire travailler les gens. Parce que il faut comprendre que. Parce qu'on dit, ouais, les sales patrons. Oui, il y a des gros cons. Oui, ils sont régis souvent par des actionnaires qui demandent des bénéfices. Et ces actionnaires sont souvent des connards, hein, qui ne voient que les bénéfices au détriment de la vertu sociale du travail. Ce qu'on n'a pas partout. Hein. Mais le travail, il faut le comprendre comme quelque chose de social qui occupe les gens. Et qui leur permet d'être fiers d'une création, fiers d'une œuvre commune. Oui, oui, oui. Tu vois, c'est ça. Et alors ça, par exemple, en Chine, le travail n'est pas conçu comme C'est conçu comme un pur outil de production. de production fait pour enrichir, pour s'enrichir et faire des milliards. Non, non. Il est principalement conçu pour occuper des millions d'individus et éviter les troubles sociaux. Donc qu'ils soient heureux. C'est du confucianisme. Hein.
En France? Non, Oui, non, d'accord. en, Oui, Chine, oui, en oui. Chine. Mais être heureux en Chine, c'est pas être heureux en France, donc c'est pas applicable à la France. Après, au début du 19e siècle, en France, c'est un peu pareil. Hein. Oui, oui. La révolution industrielle, ça a massacré des quantités phénoménales d'ouvriers. Hein. Oui, et puis ça détruit surtout le tissu agricole, qui était un tissu de petits, oui, oui. de petits travailleurs, Oui, oui, mais bien de grands, sûr. Oui, de oui. grands propriétaires, de petits travailleurs, on ne savait pas quoi en faire, et on les a mis à la production. Comment tu penses que le monde va évoluer dans l'avenir, peut-être avec notamment la fin des énergies gratuites, quasi gratuites en tout cas? Est-ce que toi qui es un adepte de la calorie, est-ce que ça va bouleverser notre futur? Quoi, la fin des... Ah non, le gros problème qu'on a, là je peux partir dessus. On voit, t'as vu le prix à la pompe, t'as Oui, vu mais c'est ça que je te la dis. guerre en Ukraine. L'augmentation il du se passe- prix de l'énergie, parce que le monde vit grâce à l'énergie, Ah oui, alors c'est gratuite presque. Alors c'est l'augmentation du prix des énergies fossiles, puisqu'on sait qu'elles vont progressivement manquer, mais il faut se rassurer, la suite est déjà prévue. Ah. Maintenant, le problème c'est qui va être le leader d'abord des batteries lithium. C'est ça la suite? Ah bah, c'est les batteries lithium, mais pour créer tout le système industriel qui va produire des batteries lithium, les moteurs électriques on les connaît depuis Mathieu Salem ou Mérob. Mathusalem? Oui, voilà, c'est la blague. Ah oui. Mathieu Salem et Mérob. Mathieu Salem? C'est Mathieu Salem et Mérob. Ah non, c'est Mérode. Hérode. Mérode, oui, Hérode. Hérode. C'est ça. Alors, c'est les blagues. Vieux comme Hérode. Voilà, vieux comme Hérode. Et donc c'est une blague, mais on connaît la voiture électrique. Elle n'est jamais contente. C'est la première voiture à avoir dépassé 100 km/h. C'est une voiture électrique. Au moteur à lithium. Non, électrique. Le moteur électrique, on le connaît. Ouais. Le problème, c'est la batterie. Oui. Et on n'avait pas les technologies de batterie, d'accumulation énergétique. Après, l'électricité, il faut la produire aussi. Hein. Mais c'est surtout qu'il faut la stocker. L'électricité, on sait la produire, on a du mal à la stocker. En tout cas, l'électricité Voilà. qui vient des énergies Le l'éolien, gaz, tout voilà, ça. le gaz, il est déjà stocké naturellement dans le sol et Quel futur tu vois pétrole. pour le monde sur 100 ans, 500 ans, 1000 ans? Là, on est dans une phase de restructuration générale où on avait à peu près 30 ans pour passer du pétrole, d'ailleurs des moteurs à explosion, aux moteurs électriques lithium. Ouais. Malheureusement, on a l'entrée, ou heureusement, on ne peut pas en vouloir à la Chine, entre en lice de concurrents monstrueux qui sont la Chine, qui se développe, 420 millions de classe moyenne, qui consomment aussi, on va voir l'Inde, on a tout ça, et ce sont des gens qui consomment énormément d'énergie. Donc ils ne veulent pas rester sur le côté, Normal. et ils veulent se développer. Donc c'est une grande guerre. Eux, on dit, on va devenir les producteurs de batteries. Les Américains ne sont pas contents. L'Europe, alors l'Europe, c'est pas l'Europe Union européenne. Il y a un grand problème entre l'Allemagne et la France, en vérité, en Europe, en puissance, en hégémonie. Depuis toujours. Hein. Depuis toujours. On avait l'Angleterre qui avec les Américains Oui, aussi. mais bon, on chacun s'est toujours joue foutu ça. sur la gueule. Oui. Le triptyque Angleterre, Allemagne, Voilà, qui est-ce France. qui reprend qui tire l'énergie pour lui Ouais. Et ça pose un énorme problème et tout le monde se bat pour pas se voir descendre d'un cran au niveau économique. Et on n'a plus assez d'énergie fossile pour tenir 30 ans, on a pour tenir 10 à 15 ans. C'est pour ça que tu vois tous les mecs en train de s'activer pour essayer de te faire moins consommer, pour essayer de limiter ta consommation, te maintenir chez toi. Le Covid, ça aide. Hein. Après, tu vas voir la guerre d'Ukraine. C'est bien, ça va te permettre de rester à la maison, Netflix, tu vois, et puis les jeux vidéo. Enfin, après nous, ça nous change pas dans la vie de tous les jours. Moi, ça va pas me changer, mais bon, on a vu qu'on était quand même aussi parti dans une consommation effrénée, un peu ridicule, société de consommation qu'il faudra changer un peu. Et là, on va être obligé de le faire assez durement, plus rapidement, parce qu'on a la Chine qui est en train de tout pomper pour être la leader industrielle de ces énergies, de ces stockages énergétiques futurs que sont les batteries lithium. Donc ça pose un problème puisqu'il va nous manquer quand même de l'énergie. On en a encore, attention, si on veut, on peut puiser dans tout le gaz de schiste, c'est sale, c'est dégueulasse, ce qu'avait fait Trump, mais c'est un moyen de tenir un peu plus longtemps. Mais le problème, c'est un vaste problème, c'est que les énergies fossiles du Moyen-Orient appartiennent à Wall Street, ce sont les ennemis de Trump, des gaz de schiste, et ça pose un problème, ça pose un énorme problème parce qu'ils vont mourir et ils ne veulent pas mourir. Donc ils font tomber le schiste aux États-Unis, où ils rachètent, pour pouvoir, les actionnaires, continuer à vivre
et se maintenir. Donc ils ont tout intérêt, par exemple, à créer des troubles en Europe, hein, tu vois, pour qu'on n'achète plus du gaz et du pétrole en Russie, qu'eux, on revende leur gaz et leur pétrole. Ce sont des grands combats. Mais on va y arriver. D'où tu tires toutes ces informations pour te faire ta conscience géopolitique? C'est des cartes, hein, tu sais, à partir du moment où tu enlèves tout ce qui est émotionnel, c'est-à-dire il est méchant, il est gentil, c'est contre la liberté, c'est pour la liberté, les droits de l'homme, tu t'aperçois que ce qui est sous-jacent, c'est uniquement des échanges énergétiques. Et quand tu regardes les échanges énergétiques, tu regardes où sont pris les échanges énergétiques, qu'est-ce qui chauffe mes mers, qu'est-ce qui fait rouler les tracteurs, qu'est-ce qui te permet d'avoir l'estomac plein, et là tu comprends le monde. Quand tu enlèves l'émotionnel, tu comprends le monde. Le problème, c'est que nos dirigeants connaissent le fonctionnement des hommes et savent qu'ils vont, pour pouvoir gérer le monde, utiliser, pour avoir le peuple avec eux, nos émotions, le bien, le mal, la haine, l'amour, pour pouvoir arriver à leur fin, c'est-à-dire continuer à vivre et puis ne pas sombrer énergétiquement. Il y a plein de guerres dans le monde qui sont horribles. Hein, et toutes les guerres sont horribles. Dont on ne parle pas, oui. Et puis certaines sur lesquelles on met l'accent. Oui. C'est justement parce que ça ne nous impacte pas et qu'on s'en fout, parce que ça nous impacte moins. Oui. Les guerres qui nous intéressent sont les guerres qui nous impactent économiquement, tu vois. Ou bien des fois, pour se faire élire, on va parler un peu du Tibet avec la Chine pour montrer qu'on est gentil, alors qu'en vérité, on n'en a que foutre. J'en ai parlé hier, justement, du Tibet. Je faisais, pourquoi, tiens, c'est marrant, pourquoi on n'en parle plus? Alors, il y a le Tibet, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait les Ouïghours aussi. Oui. On parlait des Ouïghours. Mais derrière tous ces problèmes de Ouïghours, alors Tibet moins, mais quand même, mais de Ouïghours, il y a des problèmes de route énergétique, la route de la soie qui doivent passer. Et ça peut être des endroits où, par exemple, les Ouïghours peuvent être financés ou aidés par exemple, l'Amérique pour déstabiliser la construction de ces routes de la soie, tu vois. Et même des achemisements, des fois, de gaz qui viennent de la Russie vers la Chine. Donc la Chine a vraiment besoin. Mais la Chine, elle mange à tous les râteliers. Hein. Elle est pro-américaine, elle est pro-russe, à fond la caisse. Hein. Elle l'a dit, hein, elle a gueulé après on ne vous le dit pas, mais elle a gueulé après les Américains en disant c'est votre faute, ce qui se passe en Ukraine. En vérité, il n'y a pas de coupable. Parce qu'ils ont mis les missiles à côté. Oui. Plus globalement, ils font exprès de monter les Ukrainiens contre les Russes, et c'est facile, vu ce que les Soviétiques, pas les Russes, ont fait. Il y a vraiment un passif avec des millions de morts en 32, 34, je ne me souviens plus. Il y a une restructuration communiste socialiste qui a été faite pour enlever les petits... pour permettre de créer de grands kolkhozes au détriment des petits agriculteurs. Tu vois, donc on a créé des famines avec des millions de morts. Le Russe, des fois, à partir d'un certain moment, il ne calcule plus. Il regarde qu'est-ce qui est efficace, et ça, on le fait. C'est terrible, parce que la vie d'un homme n'a pas de valeur. Ils ont fait des millions de morts pour ça. Donc les Ukrainiens, c'est encore très fortement ancré, et c'est pour ça qu'on voit ces milices néo-nazis, qui sont néo-nazis, mais pas racialistes. C'est-à-dire que les pauvres petits néo-nazis en France, ouais, regarde, ils ont des drapeaux, ils sont pour les Allemands. Non, ils glorifient l'Allemagne nazie, qui est l'Allemagne qui les a libérés d'un oppresseur soviétique. Tu vois, c'est différent, c'est que les mecs ne comprennent pas. Tu vois, ce qu'il y a entre le... Donc eux, ils se mettent là-bas. Mais le problème de l'Ukraine, c'est que oui, les Américains sont derrière pour déstabiliser l'Ukraine et dire oui, les sales Russes, qui ne sont pas sympas, les Russes. Quand tu as le joug russe sur la tête, c'est pas évident. Hein. Ils vont te mettre une administration russe et toi, tu ne pourras rien dire du tout. Tu vois. Oui. Mais c'est une administration de gestion. Hein. C'est un grand pays de gestionnaires, puisqu'ils doivent gérer de grands États. C'est des fonctionnaires militaires, avec des grandes routes, et des ingénieurs pour faire marcher les routes. C'est la Russie. Et donc quand tu vois ça, les Ukrainiens sont montés par les Américains, parce que les Américains, ce n'est pas le bien des Ukrainiens qu'ils veulent, ce n'est pas la liberté. C'est ne pas voir une Ukraine se développer, qui deviendrait... Une Ukraine, c'est 44 millions d'individus, et c'est un pays extrêmement riche au niveau agricole. Et les Russes savaient très bien, c'est marrant de le dire là, mais parce que les gens sont dans l'émotionnel, les Russes savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes moderniser à la façon russe l'économie ukrainienne, parce que l'Ukraine n'est pas centralisée. C'est très dur à gérer, parce que ce sont des barons de ville qui tiennent l'Ukraine, des mecs extrêmement virils, qui font du MMA, qui font de la boxe, qui font du powerlifting, j'en connaissais, hein, et qui sont très gentils, mais qui gèrent d'une manière mafieuse chaque ville.
C'est très dur. En Ukraine? En Ukraine. C'est très dur. Beaucoup? Oh bah oui, c'est très mafieux. D'accord. Mais mafieux, entre guillemets, c'est pas la Oui, mafia. oui, oui. Il n'y a pas de centralisation. D'accord. Il y a des villes qui sont tenues par des groupes qui tiennent les industries, qui tiennent les boîtes de nuit, qui tiennent, je sais pas moi, les discothèques, les boîtes de nuit, les industries, les salles de sport, les magasins, qui prennent qui ont un pouvoir énorme, comme quasiment moyenâgeux. Mais c'est l'Ukraine. Oui, oui, oui. Et c'est très dur à gérer. Et les Russes savaient qu'ils ne pouvaient pas le gérer comme ça, sauf avec la botte russe. Et ils savaient qu'ils allaient affronter à ce moment-là le nationalisme ukrainien. Donc ils avaient mis à l'époque les Allemands, qui viennent en douce investir dans les sociétés ukrainiennes, même si elles restent, c'est pas dans l'Union européenne, par société écran, où elles ont un pourcentage important, mais elles sont dans la société faible, on part, mais avec un pourcentage important de récupération de bénéfices. On avait regardé, alors surtout au niveau agricole, partout. Donc ils commençaient à moderniser, et ça plaît pas trop aux Américains de voir naître un État super puissant, tu vois, avec une espèce d'alliance, Russie, Allemagne, l'Ukraine qui vient, parce que c'est très riche, comme la France, c'est quasiment en taille, alimenter les classes moyennes russes en blé, en saucisses, en patates et éventuellement en petite berline pas chère pour les classes moyennes russes. Donc l'Amérique n'aime pas voir un énorme concurrent économique se faire à côté d'elle, qui serait un concurrent, donc elle a tout le temps tendance à essayer de pas de nous détruire, de nous écraser, pour pas elle perdre de sa productivité et avoir des troubles sociaux. Donc ils ont tout le temps fait chier, alors ils ont fait la révolution orange. Leur but, c'est justement que l'Ukraine se développe pas trop, qu'il y ait tout le temps des troubles en Ukraine. Et c'est ça, le véritable problème. Donc tu veux dire que c'est un petit peu moins manichéen que ce qu'on veut nous expliquer? C'est beaucoup moins manichéen que ce qu'on veut nous expliquer. Ouais. Tu vois, alors ils continuent à faire chier, alors ils montent les Ukrainiens contre les Russes. Les Russes, ils ne veulent pas se faire mettre, et puis même Poutine, il ne veut pas laisser en vérité le Donbass, ça gêne. Et puis, il veut avoir son accès à la mer Noire pour avoir l'accès à la Méditerranée, au commerce en Méditerranée, et puis son influence en Méditerranée. Donc, c'est bloqué aussi la Russie au niveau maritime, puisque le problème de la Russie, c'est pourquoi elle a beaucoup de sous-marins, parce qu'au niveau des ports, si on lui pète tous ses ports, elle aura encore ses sous-marins, elle n'a pas beaucoup d'accès à la mer. Il faut voir des choses comme ça. Donc c'est tout le temps des énormes problèmes, et ce qu'on peut voir là, c'est que les Américains ont gagné avec ce problème en Ukraine, puisqu'ils ont généré un blocus, on a fermé le gaz Nord Stream que les Allemands avaient fait, et en fin de compte, ça permettra à l'Amérique de revendre des énergies fossiles, donc du gaz, du pétrole du Moyen-Orient, dont les actionnaires, ceux qui ont les licences d'exploitation, sont les Américains, et puis éventuellement du gaz liquide. Tu vois. Et tout ça, c'est énergétique, c'est pour pas voir de. Et là-dedans, ceux qui sont baisés, c'est les Ukrainiens, qui ont le rouleau compresseur russe, et les Européens, qui vont voir leur niveau de vie baisser. Mais tout ça, c'est une petite parenthèse, puisque l'avenir est déjà tracé. L'avenir, c'est batterie lithium, qui aura le monopole, qui sera le plus grand producteur de batteries lithium pour le monde, donc il pourra employer le maximum d'individus à travailler dans les batteries lithium. Et après, les batteries lithium, ça va être l'hydrogène. Et l'hydrogène, ça, c'est relativement facile à produire. Ça coûte cher en électricité, mais du nucléaire, on peut en avoir. Donc ça, c'est une énergie d'avenir. Avant qu'on trouve peut-être il y avait le nucléaire, et puis il y avait ITER, tout ça. Il y a d'autres systèmes qui arrivent et qui sont encore plus efficaces, normalement, qui vont nous permettre, à partir de l'eau, je crois, de sortir l'hydrogène et d'en avoir pour tout le monde. Je voulais te poser une question par rapport à tout ce que tu dis. Ça va changer tout l'hydrogène, parce que c'est accessible à tout le monde, et à ce moment-là, tu auras moins de problèmes de guerre économique, puisque sans être une énergie libre, ça sera une énergie beaucoup plus accessible. En tout cas, pour faire marcher les véhicules. Oui. Tu vois. On a d'énergie accessible on a l'hydroélectrique, on a l'éolienne, ça peut marcher, on a le photovoltaïque, même si ça consomme, il faut fabriquer du photovoltaïque. Mais c'est vrai que l'arrivée de l'hydrogène, ça peut être un changement énorme. Je peux te poser une question? Oui. Je me disais, tout ce que tu me dis au niveau géopolitique, c'est fort intéressant. Est-ce que toi, quand tu dis ça, tu te dis « je suis sûr d'avoir raison » ou est-ce que tu laisses la place à des hypothèses totalement opposées? Par exemple, un gars comme toi qui s'exprime avec aisance, on sent que tu es déterminé dans... Non, on n'est jamais sûr, parce qu'il peut arriver toujours quelque chose d'irrationnel.
ou une découverte qu'on n'avait pas prévue. Non, mais dans ce que tu as dit au niveau géopolitique, pour toi, c'est sûr, c'est ça? Bah, mais non, quand tu vois non, c'est pas ça. Quand tu vois le réseau de tuyaux de gaz, Oui. le réseau d'acheminement énergétique, c'est ça. Maintenant, ce qui va arriver, par exemple, Poutine, je l'ai pas prévu. Non, non, ouais. Je me souviens plus comment il s'appelle, le russe qui passe à la télévision tout le temps, et la nana, là, on en voit deux qui sont des spécialistes de la Russie, qui étaient même diplomates, il y en avait un. Personne n'avait prévu que Poutine allait faire ça. Pourquoi? Parce que c'est énormément de pertes pour la Russie de ne pas continuer à acheminer le gaz par Nord Stream 2 en Europe, avec l'Allemagne. Tu vois? C'est-à-dire, fermer Nord Stream 2, c'est une perte brute pour la Russie, c'est pas grave. La Russie va se remettre sur la Chine, elle a son flux, elle a sa... Elle a déjà vendu. Voilà comment ça s'appelle, son option 2, ouais, son plan de secours. Son plan B. Son plan B, voilà comment en sexualité, son plan B. Elle a son plan B. Donc elle avait prévu son plan B, mais c'est quand même une forte perte pour elle, tu vois, alors qu'elle aurait très bien pu faire macérer, laisser cette histoire de Donbass et d'OTAN en Ukraine et acheminer son pétrole en Europe et devenir à ce moment-là un des leaders énergétiques de l'Europe au détriment de la France. Dans cette histoire, il faut dire que la France s'en sort plutôt bien puisque l'Allemagne, ne pouvant plus diffuser le Nord Stream 2, elle avait prévu d'en diffuser aussi chez nous et en Espagne. Elle va être obligée de nous acheter plus d'énergie nucléaire et de réouvrir ses centrales à charbon, ce qui n'est pas bien pour les écologistes. Tu vois? Tiens, d'ailleurs, vous qui êtes derrière votre écran, vous ne pouvez pas réfuter ou confirmer tout ce que dit M. Delavier, mais n'hésitez pas à écrire oui, je pense qu'il a tout à fait raison, ou je pense qu'il délire. N'hésitez pas comme ça. Mais allez voir. Moi, j'ai dit, allez voir, vous tapez gaz Afrique, gaz Moyen-Orient, réseau de gaz, gazoduc. On a la chance maintenant d'avoir sur Internet des informations justes. Alors, on a aussi la malchance d'avoir tout un ensemble d'informations fausses, puisque... Alors, comment on fait le tri? Le problème, c'est faire le tri avec la logique, et ça, c'est très dur. Mais il faut tamiser, et ça, c'est à vous de le voir. Mais globalement, on peut voir qu'il y avait... Attention, la Russie n'est pas gentille. Elle avait prévu déjà de vendre son gaz en Europe en créant des troubles d'acheminement de gaz de l'Algérie par le Maroc sur l'Espagne, en repassant le gaz algérien, et avec les Algériens que l'Algérie ne vendrait pas au Maroc, le repasser en Italie, qui achète beaucoup de gaz russe. Allez voir, c'est pas grave, on peut aller voir. Ce qui aurait permis, à ce moment-là, de balancer du gaz Nord Stream 2 à la place du gaz manquant algérien sur le Maroc. Tu vois, ce qui veut dire que c'est des joueurs d'échecs. On joue de la... des billets à trois bandes. Voilà, des billets à trois bandes. Mais les Américains font la même chose. Et le problème, c'est les peuples qui sont autour de ces gazoducs, ou de ces échanges énergétiques, qui en prennent pas la gueule. Les pauvres Syriens, les pauvres Ukrainiens, qui sont là-dedans. C'est les peuples qui trinquent au final. C'est les peuples qui trinquent au final. Toi, quel conseil tu donnerais aux internautes qui voudraient se renseigner sur tout plein de sujets pour apprendre, cultiver son esprit? C'est une chaîne où on aime cultiver notre corps, les arts martiaux, la musculation. Au niveau de l'esprit, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Je dis que quand tu t'intéresses à un sujet, il faut écouter ce que disent les parties adverses, toutes les parties. Il faut écouter les deux côtés. Avoir une pluralité d'opinions. Avoir une pluralité d'opinions, c'est-à-dire ne pas dire « moi je suis avec lui, moi je suis avec... » Moi j'ai des gars qui sont sur mes... J'ai fait une petite vidéo sur l'Ukraine. Dès qu'il y a de l'émotionnel, c'est triste, parce que tu enlèves tout raisonnement. Le monde est terrible, mais le monde est beau aussi. Enlève l'émotionnel et essaye de voir les intérêts des uns et des autres, tu vois, pour comprendre. Donc tu vas écouter tous les sons de cloche et tu te fais ton avis en essayant d'être le moins émotionnel possible. On a besoin d'émotions, c'est tellement agréable de voir un enfant sourire ou de voir les fesses de sa copine. Bon, c'est de l'émotion. Le printemps, c'est beau, les fleurs, tout ça, on est content. Mais faut l'enlever pour essayer de comprendre le monde. Tu vois, c'est enlever l'émotionnel pour comprendre le monde, en sachant qu'il est aussi régi par l'émotionnel. Bien sûr. Poutine, c'est de l'émotionnel. Il aurait pu s'en passer. On dit non, il avait prévu. Je pense qu'à un certain âge, il en a eu marre. Connaissant les Russes, ils tiennent très longtemps et puis au bout d'un moment, ils explosent. Voilà. Le Russe, il montre pas ce qu'il fait, il est là et puis au bout d'un moment, il explose. Et puis c'est pas le politique russe, c'est pas un politique français. Et puis la façon de plaire d'un Russe,
à son électorat. Ce n'est pas non plus la façon de plaire d'un Français à son électorat. Un électorat russe, ce qu'il aime, c'est un homme dur, cruel, qui défend les intérêts de la Russie. Tu vois. En France, on va plutôt aimer quelqu'un qui est qui va essayer de se montrer pour la paix, pour les droits de l'homme, pour l'amour, même si par-dessous, il sait très bien que c'est bidon, et il va agir d'une façon très cruelle. Tu vois. Bah, moi, j'ai l'habitude de dire que je préfère, entre guillemets, un vrai connard qu'un faux gentil. Oui. Bah, au moins, on sait à qui on a affaire. Oui. c'est au moins, on sait à qui on a affaire. Et il y avait cette belle phrase de Jérôme Le Banner, d'ailleurs, qui disait que quand on lui disait « mais c'est pas trop violent, votre sport, là ?» Il me dit « si, bien sûr, c'est violent. Mais au moins, là, les coups, ils y arrivent de face. Ouais. C'est pas comme dans la vie, parfois. » Ah, mais Le Banner m'a étonné. C'est un des sportifs qui m'a le plus étonné dans sa mentalité de combat. J'ai vraiment vu un combattant qui avait compris ce qu'était le combat, le vrai combat. Et ça, je l'ai vu... À quoi tu l'as vu? Alors, je l'ai vu un début de match où le mec fait... Normalement, les mecs, ils jouent le respect. Ouais. Ils jouent le respect, c'est affreux. Et l'arbitre fait tac, et le mec, il pense que bon, bah, on va se mettre. Ouais. Et le Banner, il fait PAM. Il tape direct. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il ne laisse pas le temps au gars de réfléchir. C'est je vais gagner, je vais t'annihiler. Ça, c'est le combat. C'est la guerre, en vérité. Et on voit le mec tomber quasiment. Tu vois, et les gens peuvent être choqués. Ils disent, mais il est dégueulasse. Mais non, mais c'est le combat. Si l'arbitre a dit allez-y, il faut y aller. C'est la règle. L'arbitre a dit allez-y, tu ne vas pas faire. Non, tu tapes. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de ces sports de combat où deux individus se mettent face à face et risquent le chaos, quoi? Moi, je ne le ferai pas. Mais il faut aimer. Je dis, il faut aimer donner, il faut aimer prendre. Ouais. Tu vois. Ça, tu l'as dit dès le début. Voilà. La vie, c'est pas que donner, c'est aussi recevoir. Voilà. Alors, moi, en combat, je n'aime que donner. L'inverse, oui. Je n'aime que donner. Donc, je me mets en situation où j'essaierai que de donner. Oui. Autrement, je fuis. Et autrement, si je dois donner, j'essaye de donner le plus fort possible. Tu sais, c'est la série, comment ça s'appelle, Cobra Kai. Oui. Il y a écrit frappe le premier, frappe fort et sois sans pitié. Tu vois, et c'est ça le vrai combat. Mais moi, j'aime pas. Alors, j'aurais pas pu être. Mais après, je comprends. Après, il faut aimer recevoir, aimer prendre. Il y a des gens qui aiment, tu vois. Après, il y a aussi un côté voyeurisme pour ceux qui assistent. J'admets que j'aime regarder le MMA. Ça me fait de la peine parce que je vois les mecs qui sont parce que les gens y regardent, mais moi, je vois les blessures graves à l'œil, je vois les fractures. Ça me gêne un peu parce que c'est quand même des. On est au jeu du cirque, il faut admettre. Oui. Faut admettre qu'on est au jeu du cirque. Oui. J'ai toujours dit. Hein. Moi, quand je regarde, je veux voir de la baston, du sang, voilà. Des patates de l'univers. Alors, moi, je regarde le MMA pour voir qu'est-ce que je peux faire dans la rue si j'ai un problème. C'est-à-dire que j'essaye tout le temps de trouver la chose utile à extraire du combat. Oui. Et ça, c'est assez intéressant de regarder le MMA parce que le MMA, c'est beaucoup plus libre en règlement. Et ça c'est un peu quand même rigidifié. C'est codifié, oui. Codifié. Mais au début, c'était les premiers combats de MMA, c'était absolument ignoble à voir. On avait même le droit de frapper dans les parties. Oui, c'était horrible. Tu vois, puis il y en avait qui n'avaient pas parfaitement compris que les boxeurs allaient se faire. Maintenant, les boxeurs arrivent à revenir parce qu'ils ont les techniques au sol, tout ça. Oui. Mais les boxeurs ne connaissaient pas le corps à corps. Il suffisait de rentrer dans la garde du mec. Quand tu étais un combattant de judo, jiu-jitsu ou sambo, pour lui niquer sa tronche. C'est-à-dire que le mec ne savait pas taper, pas grave. Tu rentres et tu le tapes. Et tu l'étrangles. Le mec, où tu lui casses le doigt, la main, des trucs que tu ne peux pas faire dans la rue en vérité. Parce qu'en vérité, si tu tombes sur un mec quand ils sont en bande et tu lui fais ça, tu as les autres qui vont tabasser et puis tu finis dans les faits divers. Un homme est mort en voulant défendre son ami ou en intervenant. Ça n'existe pas. Au sol, dans la rue, c'est pas possible. Tu es au sol, tu es fini. Bah toi d'ailleurs, tu avais fait un ouvrage sur le MMA aussi. Hein, alors sur la musculation du MMA, parce que moi spécifique parce que moi je n'ai aucune prétention à connaître les techniques de combat du MMA. D'abord, ce qui ne sont pas les techniques de rue, bien que ça peut s'utiliser, qui sont les techniques codifiées quand même, tu vois. Oui. Mais ce que j'avais, alors moi c'est un vieil ouvrage que j'ai sorti. Le problème... 5-10 ans, non? Ouais, pas loin, 10 ans. Le problème du MMA et de la musculation, c'est que les gens qui faisaient des sports de combat s'entraînaient à l'époque de moins en moins. Comme des bodybuilders. Comme des bodybuilders, ce qui est complètement contre-productif. Bon, tant pis pour moi. Non, mais toi, tu peux encore. Mais faire du développé couché à la façon bodybuilder n'est pas productif. Il vaut mieux faire du développé couché à la façon power.
Tu comprends? Parce que quand tu fais un coup, sauf quand tu vas armer un crochet à la fin, le crochet, tu peux le taper, mais dire pour qu'il passe, c'est pas évident. Non. Ça se voit de loin. Oui. Il faut que le mec soit un peu fatigué. Il faut être plus explosif Voilà. possible. Le truc, c'est de taper le plus rapidement possible sans que le mec voit le coup arriver. Souvent, il y a des coups un peu moins forts, mais qui ciblent mieux. Bon, c'est-à-dire le menton, le nez, des trucs qui vont mettre un KO ou qui vont lui empêcher de voir, tout ce que tu veux. Voilà. Des trucs comme ça. Le crochet, c'est bien pour finir un mec. Ou quand il ne sait pas sur le côté, vas-y, casse-toi, tu es à côté, il parle là, et toi, tu lui envoies un crochet, il est fini parce qu'il est arrivé de côté. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Par contre, c'est extrêmement puissant. Oui. Ça, c'est le mec. Le coup de forain. Le coup de forain, voilà ce que j'allais dire, le coup de forain. Mais le coup de forain, ça marche difficilement. En combat, oui, parce que ça se voit. Ça se voit venir. Donc, j'avais expliqué dans mon livre, moi, entre autres, parce que j'avais fait la musculation du cou, la musculation des avant-bras, comment être explosif. Mais moi, la chose la plus importante, c'était dans les histoires de percussion, c'était les gens qui s'entraînaient au développé couché avec ces techniques de bodybuilder, alors qu'il faut faire plutôt du stop and go. Oui. Partir sans avoir à armer, c'est-à-dire à accumuler d'énergie élastique dans les fibres du pec, de l'épaule et de l'articulation aussi, de l'épaule. Donc partir en influx. Donc créer des réseaux neuronaux, des réflexes conditionnés. En fin de compte, tu les visualises. C'est-à-dire tu crées des schémas moteurs. Des schémas moteurs qui sont, quand tu coupes le cerveau, très visibles à force de les refaire. Tu as des tubes, tu as des filaments blancs qui correspondent à des schémas moteurs correspondant à la pêche dans la gueule que tu envoies tout le temps. C'est-à-dire, oh putain, tu lui coupes le cerveau, tu peux voir, oh, il envoie une pêche dans la gueule en permanence. C'est ridicule, mais c'est vrai. Ça se visualise sur un cerveau mort, tu vois même. Et des schémas neuronaux. Voilà, de créer des schémas neuronaux pour pouvoir taper très fort. Taper vite et fort et sans merci. En utilisant le moins de muscles antagonistes. En libérant derrière les muscles, laisser passer. Et puis évidemment, retenir au dernier moment, parce qu'autrement, tu vas te péter le biceps, le coude, ou te faire une luxation antérieure de l'épaule si tu as une prédisposition à ça. Bien sûr, une prédisposition. Il y a des mecs qui peuvent taper comme des bourrins, ils ne sauront jamais rien. Donc, et j'avais expliqué que l'entraînement powerlifting était un entraînement qui se rapprochait de ça. Donc, stop and go, pam, pam. Unilatéral aussi, tu peux faire, tu vois, sur des machines, tu stoppes, tu pars, tu stoppes. Élastique, l'élastique te permet de travailler, et ça augmente énormément la puissance de percussion, mais quand on voit une percussion qui part direct, tu l'augmentes de 30-40%. Alors qu'un mec qui va faire du bodybuilding, il a l'habitude de retenir, il va même ralentir son coup, même s'il pousse plus lourd, il aura une percussion moins forte. Et ça, les mecs l'ont pas compris. Et maintenant, ils l'ont compris, tu vois. Mais à l'époque, personne ne le comprenait. C'était moi qui l'avais mis dans ce bouquin parce que j'avais vu l'erreur était tellement énorme, et même pour les pros, que c'était une catastrophe. Alors après, il y a des gars qui avaient compris ça. Il y a des très très bons entraîneurs qui comprennent aussi qu'il ne faut pas perdre son temps à faire des mouvements qui ne se rapprochent pas du mouvement que tu dois faire ou de ta spécialité. Oui. Tu vois, tu ne vas pas t'amuser à travailler, par exemple, une spécialité de coup de pied haut si tu n'as aucune mobilité de la hanche. Tu vois, tu ne vas pas t'amuser à voir ressembler à Van Damme. En plus, c'est des coups qui ne sont pas forcément évidents à porter, tu vois. Si tu n'as pas une bonne perception de ton corps dans l'espace et que si tu n'as pas une bonne mobilité de la hanche. Alors, les mecs disent oui, mais la mobilité, ça se travaille. Ça se travaille jusqu'à un certain point. Bien sûr, ça dépend de l'ouverture de tes hanches. Voilà. L'ouverture de tes hanches, la conformation de la tête de ton l'humérus, de ton fémur, la tête c'est pas grave, le col, le trochanter là, la forme du trochanter, la façon dont est orientée la tête, la cavité cotyloïde, la forme de la tête du fémur. C'est tout un ensemble qui fait ta personnalité au combat. Et l'intelligence, c'est de combattre en fonction de ta morphologie, en fonction de tes possibilités. Tu vois, et d'adapter ton entraînement à ta façon de combattre, tu vois. Bien sûr. Et ça, peu de gens le faisaient. Ils voulaient s'entraîner, je m'entraîne, c'est le champion, je sais pas. J'en fais pareil. Voilà, je sais pas. Non, tu fais comme tu peux faire, tu vois. Autrement, tu vas te faire niquer. Et ce que j'avais vu, j'ai discuté, j'avais vu alors le Banner, cette émission. On a vu le Banner qui était parti en Thaïlande avec un entraîneur. Il devait combattre ce grand coréen ou japonais, je ne me souviens plus. Coréen. Oui. Coréen, ce grand coréen de. Hong Yong-man. Voilà, un mec extrêmement haut. Et l'intelligence de l'entraîneur de Le Banner, c'est qu'il sait qu'il ne faut pas perdre de temps à faire des coups plus bas. Et il avait entraîné Le Banner en musculation et en percussion que sur le haut. D'accord. Et pendant des mois. Évidemment, avec un entraînement en Thaïlande, avec les compléments alimentaires pour sportifs qu'on trouve là-bas, tout pour gagner. Mais on est dans le professionnel, tu vois, on n'est pas dans le rigolo. Et c'était très intéressant. Et je me dis, oh, il y a quand même des mecs qui ont compris qu'il ne fallait pas perdre de temps. L'efficience, tu vois.
s'entraîner en fonction du combattant que tu as en face de toi et en fonction de ce que tu sais donner, tu vois, et pas essayer de faire des techniques que tu ne peux pas faire. Et ça, c'est très, très, très important. Mais j'en ai vu quelques-uns, tu vois, j'avais vu un champion de boxe anglaise, allemand, turc, qui avait une boxe minable à voir. Mais oui, mais c'est une technique de moi pour la boxe qui marchait. C'est-à-dire que le mec était pas large d'épaule, aucune mobilité d'épaule, donc les crochets, c'est pas pour lui, tu vois, à la fin, il peut. Et le mec était capable de faire que des directs. Le direct, c'est très dur. Tu peux assommer un mec en direct, mais ça passe facile par contre. Oui. Un direct. C'est facile à passer. Même tu es un débutant, tu lui apprends le direct, voilà. Tu peux passer un direct même sur un confirmé. Bon, le confirmé, il va prendre et il va le supporter. Mais un direct, ça passe beaucoup plus. Et lui, il avait que des directs. Mais il avait compris qu'il avait que des directs. Et il faisait tout son combat, les 2 gants qui protègent, et il faisait ça. Il y avait un grand black très large d'épaule, pas large, et le black passait de côté. Mais le black, il lui passait rien du tout. L'autre, il se mettait en tortue, un tortue ninja, tout comme ça. Et le mec, il avait les oreilles en chou-fleur. Tu voyais qu'il avait pris des coups dans les oreilles depuis 10 ans au moins. Il avançait comme ça avec les oreilles défoncées. Et il donnait des directs qu'il arrivait à passer de temps en temps au black. Et quand le black, qui était un champion du monde aussi, commençait à être fatigué, là, il allongeait un crochet. Et le mec montrait son entraînement. Et il passait son entraînement de muscu à faire du développé couché serré en machine. C'était horrible à voir, et du maintien d'épaule en l'air. Quelque chose qui se rapproche le plus de sa morphologie. Et l'entraînement en combat, et moi je suis pas un mec qui entraîne pour le combat, c'est pas mon truc, hein, c'est de se rapprocher de ce que tu dois faire en combat et de ce que tu dois faire aussi pour battre l'adversaire. Quand tu as un adversaire qui est plus grand que toi, tu sais ce que tu dois faire. Quand tu as un adversaire qui peut taper avec les jambes, tu sais comment tu vas te protéger, tu vois. Bien sûr. C'est pas évident. Après, tu as des mecs, ils tapent droite-gauche, c'est gênant. Ils sont gauchers-droitiers, c'est un peu perturbant, tu vois. Toi, tu n'as jamais pratiqué sport de combat ? Alors, moi, j'ai un problème, c'est que passé la minute 30, je suis plus efficace du tout. Ah, d'accord. Trop d'adrénaline et je suis épuisé. Ah oui. Mais sur 1 minute... Je suis un tueur. Oui. C'est pour ça que j'ai calculé ça tout. Ça tombe bien, on t'a ramené Francis Ngannou. Voilà. Je peux rien faire contre Francis Ngannou. Voilà. Le problème, c'est que le combat, c'est la traîtrise. Oui. C'est frapper quand le mec ne sait pas qu'il va être frappé. Alors, où est la morale, où est l'immoralité ? Un combat... Je parle de la rue, hein. Alors, le combat en ring, il y a des règles. Donc, tu dois rester dans ces règles, tout en sachant qu'il faut quand même essayer de frapper le mec quand il s'y attend pas. Tu vois, ou feindre... Normalement, il s'y attend, mais bon. Feindre la fuite, feindre la faiblesse, ou lui faire croire que tu es beaucoup plus fort pour lui. Alors, à ce niveau-là, les mecs, ils ont plus trop peur. Mais quand même, des fois, les mecs, quand ils savent qu'ils ont un adversaire très fort, il y en a qui ont peur. Il y en a qui n'ont pas peur. Hein. Voilà. Non, c'est vrai. Il y en a qui, moi j'en connaissais, qui n'avaient pas peur. Je discutais avec un copain qui est mort, et je lui disais, mais comment tu fais ? Lui, il faisait la guerre, comment tu fais pour aller au combat ? T'as pas peur ? Je dis, moi, quand j'ai peur, j'ai tendance à trembler de la jambe droite et je me pète dessus. Ça ne veut pas dire que je suis lâche. Ça veut dire que c'est l'adrénaline. Maintenant, je contrôle très bien. Une constriction des organes due à l'adrénaline, ça lâche les gaz. Voilà, je lâche les gaz, je pisse pas, moi. Tu vois, je ne suis pas le mec, je vois les mecs qui pissent, je dis, ils pissent, moi, pas moi je pète. Tu vois. Mais je me dis, mais je pète, mais c'est pas grave. Non, c'est naturel. Si je pète, t'inquiète pas, je peux te défoncer la gueule quand même. Ouais. C'est naturel. Et les mecs ne le savent pas. Ils disent, non. C'est le contraire entre la témérité et le courage. Voilà. Et je parlais comme ça à un gars qui avait fait du terrain, mais qui avait fait du terrain à haut niveau. Sérieux, oui. Il est mort récemment. Qui était un ami et qui était ce qu'on appelle un 007, un exécuteur au temps de Pompidou. Et je lui dis, mais toi, t'avais pas peur ? Il me dit, non, moi, j'ai pas peur. Ah, je dis, putain, tu m'étonnes. Ah, il me dit, j'ai jamais eu peur. Il avait jamais eu peur, il savait pas ce que c'était la peur. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de téméraire. Non, parce qu'il était calculateur aussi. Il était très intelligent, calculateur, et il ne savait pas ce qu'était la peur. Et il a affronté la mort, parce qu'il est mort récemment, avec courage. Le mec n'a même pas peur. Même pas peur. Il dit, mais moi, j'ai peur quand même de la mort, ou de la souffrance. La souffrance, mais la mort... j'ai peur des deux, mais c'est pas grave, c'est la vie. Je sais, je me mets au-dessus. C'est pas grave, quoi. C'est pas grave, la vie continue. Et puis j'ai pas non plus envie d'être éternel, je me ferais chier. Ah oui, ça c'est sûr. Mais le mec n'avait pas peur. Il y en a des comme ça, il y en a qui rentrent. Je pense que le Banner n'a pas peur. Jérôme, j'ai fait une belle interview de lui.
Je n'en ai parlé d'ailleurs de la peur. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder, hein, mais si, je pense qu'on a tout le monde a un peu peur, Ouais. mais bon, au bout d'un moment, ça devient tellement normal Ouais. de prendre des coups dans la gueule que fatalement, ça réduit Ouais. ta peur, mais je pense qu'elle est toujours présente. Ouais. Oui, moi, je sais qu'elle est souvent là, mais après, j'ai un passage d'automatisme, moi. Je sais que quand je combats, oui, pas du ring. Dans la rue, tu t'es beaucoup battu? Je fais partie des gens qui se défendent. Oui. J'aime pas attaquer, je suis pas un mec courageux. C'est-à-dire que je vais pas, je vois une bande de voyous, je fais le tour Moi aussi, je fais le pour tour. éviter les problèmes avec les voyous Oui, oui, oui. un problème, et un problème avec la police. Voilà. C'est ça le problème qu'on rencontre. C'est, t'as la loi, mais le mec qui est en face de toi, il respecte pas la loi. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Être une bête de MMA? Une bête de MMA, ça demande quoi comme entraînement? Ça demande beaucoup d'entraînement. Oui. Tu vois? Oh, tu me dis ça, moi je suis pas une bête de MMA, Non, je me fais casser la gueule toutes les 2 semaines. Voilà, mais bon, oui, mais tu tombes pas tous les jours. Ngannou, il va pas agresser quelqu'un dans la rue en général. Ouf. Les mecs qui agressent, c'est pas les mêmes Non. en général. Ouais. Bien qu'il y en ait qui soient quand même costauds. Oui, bien sûr. Tu vois. Mais on n'est pas dans le même domaine. Donc c'est très intéressant, tu vois, de comprendre le combat de rue. Mais des fois, tu peux pas faire autrement, tu vois. C'est quand les mecs veulent frapper, c'est pas évident. Puis moi, j'ai pas la percussion aussi efficace que toi, tu vois. Donc Toi, t'as quel âge d'ailleurs, toi? j'ai 54, bientôt 55. Pas trop de bobos avec la muscu à gogo quand même? Alors j'ai eu une luxation qui m'a fait très mal pendant, c'est terminé, j'ai eu un peu mal. Le plus gros, j'ai eu l'arrachement du biceps comme toi, mais Oui. je sens absolument rien, tu vois. J'ai pas perdu, tu vois, j'étais à 40 en série, là. Oui. Je suis très fort en biceps malgré ça. Le seul truc, c'est que j'ai eu une déchirure du pec en street workout. Ben, je faisais des compétitions de street workout. T'avais été champion même, t'avais fait combien de tractions d'affilée? 40 je crois, 42? Non, ça dépend sur les... Alors, les vraies tractions d'affilée, les meilleures que j'ai faites, c'est pas où j'étais premier, c'était celle du salon du body fitness où tu avais les championnats de France, Ouais. l'équivalent du championnat de France, où tu avais les meilleurs de France qui venaient, et c'est des tractions qui me correspondent, c'est-à-dire poids mort, c'est-à-dire ils appellent ça, tu pars en bas, Ouais, bras tendus. bras tendus, tu as un élastique devant, clac, tu montes, menton barre, tac, tu redescends, clac, tu montes, et là j'en ai fait 28. Alors j'ai fait 2 fois 28, Magnifique. ce qui m'a valu 2 fois la 3e place. Mais la 3e place devant un champion du monde et un champion de France, tu vois. D'accord. Donc c'est pas rigolo. Et puis des mecs qui font que des compètes, de et ça, puis des quoi. mecs à 75 kilos et des mecs à... Mais j'ai fait ça parce que je suis très fort jusqu'à là. Là, après, j'ai pas de largeur d'épaule, ça monte plus, j'ai trop grands avant-bras. Mais ça, c'est une question de génétique, morphologie, influx nerveux, tu vois. C'est pas... Tiens d'ailleurs, question con pour les tractions. Ça change, toi je sais que tu l'avais dit de le mettre comme ça, mais ça change quoi là, cette prise on verrouille le pouce et sans le verrouiller? Ça Comment change ça? quoi? Là, ça te permet d'engager l'avant-bras et d'avoir une course plus courte. En compète, c'est pas mal. Ah, de te serrer la barre avec le pouce? Non, d'engager le pouce dessus, tu engages comme ça. Donc Comme tu ça, perds, là. tu perds 3-4 cm, donc tu montes plus facilement la barre. C'est Ouais. des trucs techniques. D'accord. Mais sinon, d'un point de vue musculaire? Oh, d'un point de vue médias, tu fais comme tu veux, tu vois. Bon. Après, je sais que en lourd, des fois je mets comme ça, mais des fois j'aime bien faire le verrouillage quand je charge, quand je leste. Je verrouille Ah d'accord. un peu, tu vois, la barre, un peu comme ça, avec le doigt écrasé. Ça me permet de tenir un peu plus. Mais après, c'est comme tu le sens, hein. En compète, on engage la main pour perdre des centimètres. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qui est le plus important de ton point de vue en musculation? En quoi? Non, je sais pas, ça peut être... La régularité, Ouais, c'est ça. c'est tout. C'est tout, c'est ça. Hein. Ben, c'est tout. Parce que souvent, on nous propose il y a des programmes qui sont un petit peu saugrenus, enfin, j'ai l'impression. Hein. Est-ce que... Il faut faire ce que t'aimes. Tu fais de la muscu pourquoi? En complément MMA? Non, Pour te sentir fort et plus fort, ou pour être beau sur la plage? Pour être beau sur la plage, ben, tu travailles tes points faibles et tu fais un régime alimentaire, quoi. Mais bon, tu vas ressembler à des gravures de mode, quoi. Tu vas ressembler à, je sais pas moi, Honcho ou Tétu. Les magazines. bien aussi. C'est bien aussi, mais après c'est sans le slip. sans le signe Calvin Klein. Tu sais, c'est en Fight Club, Oui, on voit oui, les pubs oui, Calvin Klein. oui. Est-ce que c'est ça un homme? Ouais, c'est sympa, ils font ce qu'ils C'est veulent. Brad Pitt qui dit ça, il est gaulé comme un dieu. Ouais. C'est un peu paradoxal. Oui, mais c'est ça, c'est le paradoxe du film, c'est que le mec, il joue l'homme le vrai, tu Ouais, vois, ouais. et en vérité, il a tous les clichés du mec qui fait attention à son look. Ce qu'on appelle le métrosexuel. Quoi. Ouais. Bon, après, il est abîmé, ils font un peu Tiens. abîmé. D'ailleurs, toi,
toute la terminologie woke, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu penses justement de ce qu'est être un homme en 2022? Ouais, après, c'est très à la mode de parler de ça. Oui, c'est pour ça que je t'en parle. Voilà, je pense que on met ça devant pour créer de l'émotion, pour créer du conflit entre les gens, pour leur faire oublier que derrière, il y a une crise économique qui vient et que vraiment l'important, c'est ce que tu vas mettre dans ton assiette, c'est-à-dire le bout de gras dans ta soupe, tu vois, et puis te chauffer. Et ça, c'est les problèmes qui vont arriver et que tous ces problèmes de lesbiennes aux cheveux verts, de féministes hystériques, de métrosexuels, de petits gauchistes barbus, zététiciens qui se veulent... Tout ça, c'est... C'est pas mal, zététique, non? Ça ressemble un peu à la démarche philosophique, rationnelle. Le problème de la zététique, c'est qu'à Si j'ai bien compris, hein. à la base, c'est de l'analyse, c'est fait pour essayer de tout analyser, c'est-à-dire que tu ne sors que des choses quand elles sont prouvées par des recherches scientifiques. Une espèce de philosophie, un peu comme Descartes. C'est très bien. Le problème, Non Oui. le problème, c'est que ça ralentit énormément la découverte. Les mecs qui découvrent ne peuvent pas faire de zététique parce qu'ils sont obligés de s'engager dans des voies de la théorie non prouvée et de faire de l'analogie, de l'analyse, sans être obligés de chercher des sources, ce qui leur permet d'aller plus loin, des fois de se tromper, mais des fois de découvrir. Tu vois? Et c'est ça. Et le problème de la zététique, c'est que les mecs ils disent quelles sont tes sources. Et ça va jusqu'à aux choses qui sont aberrantes. Bien tu sûr. vois, c'est je sors dans la rue, il pleut. Quelle est la preuve qu'il pleut? Il faut des preuves en double aveugle, voir si effectivement mettre une éprouvette, voir si de l'eau tombe dedans. Tu vois. Bon, ils vont pas jusque-là, même si je sais que c'est une image. Mais Non, mais ils sont quasiment jusqu'à là. Moi, j'ai vu les mecs là, récemment m'attaquer sur l'histoire du dos rond en musculation, Ah oui. en zététique. Toi, tu dis qu'en soulevé de terre? Non, mais en soulevé de terre, il faut absolument fixer le bas du dos. Tous les mecs ont le bas du dos fixé, sauf quelques gars qui ont une résistance, morphologiquement un blocage au dos. Mais de toute façon, tu es obligé d'avoir le bas du dos fixé. Et là, on a des cons qui tombent sur des études où ils expliquent qu'il est prouvé qu'en travaillant le bas du dos rond, on renforce... L'hernie discale. Non, on renforce ses résistances musculaires et ligamentaires. Et on peut soulever beaucoup plus lourd et en vérité c'est pas vrai, on se blesse pas. Non, mais c'est fait sur des petites charges. Effectivement, tu travailles de rond, tu vas renforcer puisque les vertèbres lombaires sont des vertèbres, le rachis lombaire, qui est fait pour s'arrondir. Et il est fait pour ne pas pour avoir des blocages osseux latérales avec les apophyses latérales et les articulations pour éviter la rotation. Pourquoi? Parce que quand tu vas armer un coup comme ça et si tu fais une rotation arrière et si tu n'as pas les deux petits os, hein, tu vas le casser, tu vas te péter tout l'ensemble ligamentaire et te péter toute la zone lombaire. Donc tu as un blocage. Pareil, l'homme il est fait pour lancer, puisque toi tu es dans le combat. On tape fort parce qu'on lance bien. Hein, l'homme il est fait pour tuer à distance. C'est un lanceur. C'est un animal qui s'est modifié pour tuer à distance. Donc tout le système de la cage, du tronc est fait pour courir, effectivement. C'est la même chose, et en plus pour lancer. Donc c'est tout un ensemble, et l'épaule est faite pour lancer aussi, pour tuer à distance. Donc c'est pour ça qu'on tape fort aussi, en patate de forain. Et ces mecs n'ont pas compris que oui, tu te renforces, il n'y a pas de protection osseuse parce que tu es fait pour aller ramasser quelque chose par terre. Mais en aucun cas, tu es fait pour porter un poids de 200 kg, ou même moins chez d'autres personnes, dos rond. Parce que tu n'as qu'une résistance ligamentaire et musculaire. Hein, alors que le rachis dorsal, il n'y a aucun problème. Il est enchâssé dans la colonne vertébrale, tu es bloqué de partout. Les disques sont moins gros, le risque de hernie, de toute façon, de protrusion arrière, va générer moins de problèmes. C'est pour ça que tu vois Raymond de 92 ans qui marche comme ça, elle ne le sent pas, elle est juste déformée. Tu vois, alors que si tu marches comme ça toute la journée, tu vas finir avec ton disque qui va lâcher, une hernie qui va compresser tes éléments nerveux, et puis une belle hernie discale. Heureusement, avant, tu as le lombago qui est une protection, c'est-à-dire une sélection génétique qui fait que tu as mal tout de suite avant pour éviter de forcer plus, parce que si tu es un handicapé, tu ne te reproduis plus. Donc tu ne transmets pas tes gènes. Donc tu as tout un système qui s'est mis au point, puisqu'on est des bipèdes, on court. Quand on court, on fait des rotations, on a le buste qui est libéré du bassin. Les singes, ils ont l'os iliaque qui remonte jusqu'au bassin. Ces mecs n'ont pas compris ça.
Et ces mecs ont analysé deux études en disant on a prouvé maintenant qu'on peut s'entraîner dos rond. Sauf que c'est des mecs qui ne font pas de terrain et qui ne comprennent pas la résistance des matériaux. Et puis ils te disent as-tu des preuves que. Je dis non, qu'est-ce que tu veux que j'ai des preuves? J'ai le terrain. On a le terrain. C'est ce que me disait Frédéric Monpeau l'autre fois. Voilà. On a le terrain. Le mec, ce qu'on disait avec Frédéric Monpeau, on les voit casser devant nous. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse une preuve, qu'on aille faire des preuves en double aveugle? Bon alors, on va prendre 50 personnes, on va les refaire monter à 200 kg de rond et 50 personnes. Non mais vous êtes des dingues. On sait que les mecs vont se niquer grave. Mais tiens, parce qu'on a encore un quart d'heure, parce qu'après j'ai du coaching. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement comment, si tu peux le faire en 10 minutes, comment d'une bactérie, on est passé Ouf, je ne peux pas le faire. en 10 minutes? En 10 minutes, je peux pas le faire. Ça m'a toujours troué les fesses. Comment le poisson, ce foutu de poisson de mes deux, il sort de l'eau. Comment ce foutu de poisson, il se met à avoir des grandes pattes? J'ai bien compris que ça se fait petit à petit. Non, tu m'as dit que tu étais pro en évolution. Je peux te faire le poisson. Le poisson, je peux. Le pélican, non. Alors, non, le poisson, je peux. Alors, le truc, c'est qu'il y a un truc, c'est une base dans l'existence, que ça soit au niveau industriel ou au niveau biologique. L'outil est tout le temps là avant la fonction. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure tu disais on a l'épaule comme ça, c'est pour être des lanceurs. Mais non, c'est parce qu'on... je sais plus. Non, on sait adapter, mais à la base, on est des grimpeurs. Ouais. Tu vois ? Attends, vite, le poisson. Oui, le poisson. Alors déjà, le vrai problème que les scientifiques ont, le vrai problème que les scientifiques ont, c'est le passage du changement d'état à la réplication. C'est-à-dire que dans la nature, l'eau se transforme en glace ou en gaz, il y a des changements moléculaires, mais il n'y a pas de réplication. Le problème, c'est la vie. La vie, c'est la réplication, et c'est la grande question. Comment on passe à la réplication, tu vois ? Et ça reste un mystère. Oui, je t'ai même pas posé la question. Ça reste parce un qu'on mystère. Sait pas, donc. Et je vais pas te répondre parce que ça reste un mystère. On y mettra Dieu, on y mettra ce qu'on veut. Ça reste un mystère. Tout a une cause, Exactement. Sauf le fait d'être. C'est la grande question de l'univers. C'est pourquoi si Dieu était conscient, ce qu'il est en nous, il se dirait pourquoi je suis au lieu du néant. C'est la seule question. Tout le reste peut être élucidé. C'est-à-dire tous les effets dans ce monde matériel ont des causes. Ça, c'est une base. Le problème, c'est pourquoi je suis. Je suis celui qui est. Ça, je le savais. La conscience. Je te parle du poisson. Alors, le poisson, c'est plutôt facile. Cool. Non, le passage le plus efficient, le plus efficace, c'est d'avoir des petits tubercules, tu vois, des petites formations pour aller dans l'eau, pour se déplacer latéralement, tu vois, pour aligner. Donc, ils ont des nageoires. Et effectivement, ces nageoires peuvent permettre des fois de ramper un peu sur le sol, tout le monde le sait, pour passer sur la terre. Oui, mais tu vois, il avait des branchies, le salopard. Au début, ils ont des espèces de sacs, de replis de peau avec des sacs d'oxygène pour tenir. Donc ils ont la naissance des poumons, ce qui leur permet d'avoir l'oxygène. Tu vois, de l'oxygène, donc c'est des espèces de poumons qui commencent à apparaître quand ils sortent un peu. Mais toi, un jour, le truc se réveille, il y a un poumon. Non, mais c'est des. Regarde, tu vois. Alors l'apparition des sacs, des réserves d'oxygène, on les connaît à peu près. Ouais, on les connaît. Ah, cool. Tu regardes apparition des poumons, formation des poumons chez les poissons, c'est un truc qui est assez connu, un peu complexe, mais c'est assez connu. Le fait de sortir de l'eau, t'attends qu'il y ait de l'oxygène à l'extérieur, c'est aussi un avantage énorme, puisque le fait d'aller grimper dans un endroit un peu humide, ça te permet de fuir tes prédateurs avec tes petites pattes, tu vois, et de trouver peut-être un peu plus de nourriture. Tu vois, donc tu augmentes ton territoire calorique tout en te mettant une plage de sûreté pour les prédateurs. Donc c'est pour ça qu'après tu te retrouves sur la Terre. Puis tu peux aller sur la Terre à partir du moment où il y a assez d'oxygène et assez de végétaux pour pouvoir y trouver de la bouffe, et puis un peu d'insectes, de la bouffe correcte pour toi. Mais les arthropodes ont fait la même chose. Ils sont passés là-dessus. Donc on connaît à peu près, le fonctionnement. Mais c'est compliqué. Ce truc de Darwin là, c'est compliqué. Ce qu'il y a, c'est que l'outil est avant la fonction. C'est-à-dire, il n'a pas des pattes, il a des nageoires qui peuvent servir de pattes. Mais bon, le gars, au début. Attends, il est en ver de terre. Attends, le gars il est ver de terre et un jour, une petite patte. Ouais, mais au début, ils ont des cellules sensorielles sensibles à la luminosité. C'est les yeux, ça. Non, c'est juste des cellules sensorielles sensibles à la luminosité sur le dessus, tu vois, pour voir où est le dessus, où est le dessous,
pour pouvoir aller ou dessous où il y a à bouffer, ou au-dessus vers la lumière, La lumière. où il y a à bouffer, ça dépend où. Donc c'est comme dans les jeux vidéo, c'est on va en dessous, on va avec une manette, tac, tac, tac. Et puis après, tu mets des sensibilités à droite, à gauche, à la luminosité, tu vois, plus ou moins très, très primitive. Et tu peux, quand tu vois qu'il y a lumière à gauche, tu vas vers la lumière, et quand tu vois qu'il n'y a pas de lumière à droite, tu ne vas pas vers la lumière. Ça peut être, ou tu vois un changement vers la droite, tu ne vois pas de lumière, ça peut être un prédateur. Donc tu vois qu'il vient d'en haut, donc c'est des programmations extrêmement basiques, comme dans les jeux vidéo. Donc tu vois, donc tu mets à ce moment-là, tu mets à droite, à gauche, donc tu vois, c'est utile pour voir ce qui vient de la droite, ce qui vient de la gauche, et après tout ça se complexifie progressivement. Donc au début c'est extrêmement simple, c'est pour monter et descendre, hein, où il y a de la lumière, où il n'y en a pas, quand le petit organisme il y va. Ça c'est les yeux, c'est un truc basique, hein. Après on connaît le fonctionnement des yeux, on connaît l'évolution des yeux, tu sais, c'est les créationnistes qui... Donc au début, il n'y a pas une patte, c'est une patoune. C'est une patoune, voilà. Au début, c'est une patoune. Alors, il faut savoir que l'évolution Bon, ne se fait pas non plus progressivement comme on croit. C'est par des bons, c'est ça? C'est par des bons. C'est-à-dire qu'une mutation peut entraîner une prolifération à un certain endroit, tu vois, qui va être utile. Le fait de la prolifération très lente, ça va, mais c'est biaisé. Ça, c'est darwinien. Elle est beaucoup moins lente que ça. Oui. Elle est générée, par exemple, par le milieu qui génère un stress. Le stress qui va générer des modifications biologiques qui vont entraîner des inflammations, une accélération des cellules et des mutations. Des mutations qui sont en général négatives, mais quand il y en a une positive, elle sauve toute l'espèce. C'est la base. Donc c'est le stress qui génère. Plus tu mets un individu dans un milieu qui change, plus il va y avoir de la casse, ils vont mourir, mais plus il va y avoir aussi une réponse au stress qui va entraîner des mutations qui vont lui permettre de se modifier plus rapidement. C'est ce qu'il y a avec les hommes quand ils rentrent en savane, les préhumains. Alors moi, ma spécialité, c'est l'évolution humaine, et l'intelligence humaine, et le développement de l'intelligence humaine. Je me rappelle que dans ton livre, tu avais dessiné le fessier. Comment le fessier se forme? Comment le fessier se forme. Hop, c'est grâce au redressement. Voilà. Les mecs disent oh, c'est merveilleux l'homme. Non, l'évolution. Mais non, c'est très simple. C'est très simple. Mais c'est long. Et c'est par des phases toujours, on va dire, catastrophiques, des changements de milieu. Ça ne se passe pas comme ça. L'individu, il a intérêt à vivre dans un milieu stable. Il ne va pas sortir. Quand tu es un petit singe bipède, ils étaient déjà plus ou moins bipèdes en forêt, qui se retrouvent en savane, la bipédie, alors il faut savoir que la bipédie, c'est-à-dire la marche bipède, tous les petits singes peuvent la faire s'ils ont un modèle en face d'eux. C'est culturel, alors qu'ils vont se redresser. Pas longtemps, mais ils vont pas de raison. Ils vont déformer leur rachis cervical, déformer les hanches, étendre leurs genoux, parce qu'il faut les étendre. Et si c'est culturel et s'ils voient leurs parents faire ça, ils vont devenir de bons bipèdes, marcheurs, pas coureurs. Par contre, quand ils se trouvent en savane, poussés par des changements climatiques, une surpopulation, ça va ensemble, ils sont dans un milieu extrêmement dangereux. Les femelles doivent rester près des arbres parce qu'elles sont bipèdes avec un petit dans les bras. Les mâles sont bipèdes, ils peuvent marcher. Alors ça pose pas trop de problèmes non plus, parce qu'en groupe, tu as vu comme ils tapent fort les singes, ils tapent de haut en bas. J'avais mis une vidéo là, sur mes réels, on voit un singe de chimpanzé qui se tape à coups de bout de bois, tu vois, ça tape pas comme ça un singe, ça tape comme ça, il n'y a pas de rotation de hanche. Ils sont 8 fois plus forts que l'homme à poids égal, c'est ça, non? Ils sont 8 fois plus forts que l'homme, oui. À poids égal. Sur la contraction musculaire, oui. Pour des raisons que je peux t'expliquer après, hein, c'est très simple. Du tétanos qui est complet, non? Non, c'est qu'ils ont une programmation nerveuse qui n'est pas faite pour travailler tous les muscles en modulation, donc ils ont beaucoup moins de schémas neuronaux, beaucoup moins de connexions nerveuses qui arrivent dans les muscles, c'est-à-dire que quand ils commandent, par exemple, la fermeture des doigts, ils vont la commander très fort d'un coup avec juste une commande nerveuse. D'accord. Ce qui fait que quand ils envoient l'influx, ils peuvent envoyer l'influx à fond. D'accord. Donc quand ils font une contraction, ça part comme un power, bam, ils contractent d'un coup parce que la contraction se fait en rapidité. Bah oui, il faut être rapide dans les arbres, ils se déplacent, ils font ça, ils prennent une banane. Nous, on est fait pour manier des outils et avoir une vie sociale très complexe avec construction d'outils. Donc on est fait pour travailler en modulation. Donc on a un ensemble de connexions nerveuses, beaucoup plus complexes que le singe, qui fait qu'on est capable de moduler et de travailler un peu plus lentement, mais pour faire des actions précises. Tenir un stylo, jouer de la guitare, même poutre une pêche ajustée, tu vois. Oui. Mais après, pour avoir la force d'un chimpanzé, il faut te faire tes connexions nerveuses pour pouvoir contrecarrer cet ensemble de connexions nerveuses et les faire fonctionner, comme on dit, à l'unisson, ensemble, tout ensemble. Le tétanos complet. Voilà, c'est ça, hein? Voilà, contraction complète, tétanos complet. Et
Et Tiens. c'est plus dur pour un homme que pour un singe parce que ces connexions sont faites plutôt pour la modulation. Ça s'apprend, pas chez tout le monde, mais ça s'apprend. Il nous reste 5 minutes. Oui. Petite question, parce qu'il y a un youtubeur que j'aime bien écouter aussi, et celui-là, il ne croit pas aux dinosaures, et ça m'énerve. C'est lequel? Bon, peu importe. Il n'y croit pas aux dinosaures. Ben, laisse-le. Les gens, Pourtant, il est érudit, laisse-le dans il dit leur, plein de trucs intelligents, et puis à un moment, il te dit, non, les dinosaures, j'y crois pas. Il a qu'à faire du terrain. C'est comme je dis aux zététiciens qui Ouais. croient au don, fais du terrain, fais des compètes de powerlifting, et tu verras les mecs se blesser devant toi quand ils arrondissent. Tu vois, le mec, vas-y. Tu vois le dos qui s'arrondit, et le mec finit, et tu ne le vois plus en compétition. Et pour les dinosaures, c'est pareil. Tu creuses, Tu creuses, tu trouves un gros os. et tu trouves un os, et tu dis là, il y avait un dinosaure, et puis quand tu creuses à l'étape suivante, tu t'aperçois qu'il a encore changé parce que la faune a changé. Il est resté un peu similaire, mais il s'est adapté, son cou a poussé parce que les végétaux sont plus grands, parce que le climat a changé. Et tu t'aperçois qu'il y a des changements comme ça, et on arrive après, ils ont pas jusqu'à l'homme, mais au moins jusqu'aux oiseaux. Alors bien sûr, il y en a plein qui sont morts. Oui. Donc il faut faire du terrain. J'ai fait beaucoup de terrain, moi, parce que j'aime bien la paléontologie. C'était oui, ma oui, passion oui. quand Ah, j'étais génial. gamin. Et donc tu vois ça. Alors pour ce qui est arrivé de l'homme, pareil, la bipédie, tu te retrouves en savane, tu peux marcher tranquillement parce que tu es debout culturellement. Par contre, pour courir, il y a tellement de sélection avec les fauves que c'est celui qui a génétiquement qui a un os iliaque et un sacrum plus projeté vers l'arrière qui va en créer un gros fessier, qui va survivre parce qu'il pourra démarrer plus vite une course pour atteindre l'arbre avant de se faire bouffer par un prédateur. Puis en général, la sélection naturelle, la sélection s'est faite essentiellement sur les femelles parce que c'était elles qui risquaient de se faire bouffer par les prédateurs avec un petit dans les bras. Donc elles avaient intérêt à prendre leur petit courir plus vite pour monter dans l'arbre. Donc du coup, c'est celle qui avait le fessier, l'os iliaque le plus déporté vers l'arrière, avec un fessier qui s'incruste vers l'arrière, qui pouvait amorcer un sprint oui, au lieu de partir et puis marcher comme ça, comme normalement, et de finir dans la gueule d'une. C'est terrible, mais c'est la vie. Tu mets très bien le singe. Avant qu'on se quitte, l'homme a marché sur la Lune? Oui, sûrement, j'en sais rien. Ah bah t'en sais rien alors, oui, pourquoi tu dis D'après les photos, ils ont marché. Après, peut-être c'est des menteurs, j'en sais rien. Il y a tellement de menteurs, mais visiblement. Ça, on peut pas le vérifier? Quoi qu'il a marché, je crois qu'ils ont retrouvé. Écoute, moi je crois ce qu'on me dit. Maintenant, les gens sont peut-être des menteurs. Jusqu'à présent, c'est possible. J'en sais rien. Je dis oui. Tu me dirais, je suis avec toi en train de parler. Oui, je suis avec Greg MMA, je parle. Maintenant, est-ce que c'est une illusion et je suis Dieu et tout ça, je l'ai inventé, Greg MMA n'est qu'une émanation de ma conscience divine? Je ne peux pas le savoir. Nous sommes dans la matrice. 30 secondes, le sens de la vie? Non, je plaisante. Le sens de la vie, 30 c'est. secondes. Ah bah si, vas-y, à 30 Le secondes. sens de la vie, c'est vivre et aimer. Profite de la vie, c'est-à-dire aime tes prochains, va manger un bon entrecôte et baisse ta copine pour faire des bébés. Des bébés bientôt? Ah non, j'aime pas ça. Oui, c'est ce que j'avais entendu, c'est pour ça. Tu vas aimer un jour, non? Tu veux pas? Non, je préfère l'entrecôte. Bon. Mes amis, j'étais ravi de m'entretenir avec Fred. Vous voyez que c'est un puits de science très intéressant. Hein, peut-être qu'il y a des choses qui sont à prendre, d'autres à ne pas prendre. Ce sera à vous aussi de vous faire votre propre avis. Et puis d'aller vérifier toujours. C'est ça que j'aime dans sa démarche, c'est la vérification, ne pas tout absorber, ne pas tout gober les choses comme étant vérité, mais s'ouvrir au monde, se cultiver, lire, et puis ensuite essayer d'être un homme le plus complet possible. Voilà, là on a affaire à un homme complet, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais il a performé dans le domaine de la musculation, il a performé dans le domaine de l'édition, hein, il a écrit des ouvrages qui sont des best-sellers, et maintenant c'est quelqu'un aussi qui aime de la philosophie aussi, cultiver au niveau de la philosophie. Oui, ce qui énerve les gens, parce que je suis tout le temps bien placé en philosophie, tu vois, je suis devenu de mon vivant, en France en tout cas, un philosophe reconnu, en tout cas sur Amazon. Et comme je dis toujours, vous savez à quoi on reconnaît un grand philosophe? Non, dis-moi. À ses ventes. Oui. C'est une blague. Voilà. En blague, il est peut-être pas au top, mais pour le reste, il est bien. Merci Frédéric. Voilà, merci. Allez voir ce qu'il fait aussi sur YouTube. Voilà. Et moi, je vous retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Fred.